Hey, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, en ce lundi très frais où l'automne nous est tombé dessus d'un coup, on est ce matin à des températures sous zéro. Alors, vous voyez la joie dans mes yeux en tant que fille d'hiver. Alors, j'ouvre ce nouveau vlog cette semaine en vous mentionnant tout d'abord ma lecture en cours. Donc, pour ceux qui ont suivi le dernier vlog, vous allez en avoir entendu parler un peu plus en ce qui concerne en tout cas le contexte de cette lecture-là, c'est-à-dire que c'est une lecture qui a un livre en fait qui a qui a eu des très bonnes critiques, un très bon accueil, mais qui, en tout cas en Amérique du Nord, a quand même un petit peu suscité une controverse en raison de certaines affirmations de l'auteur concernant ses sources d'inspiration. Donc, je vous réfère à mon dernier vlog pour un peu plus de contexte si vous voulez en avoir. Donc, le livre que je suis en train de lire, et là, à l'avance, je suis désolée pour mon accent. Alors, on part, donc c'est The House on the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc, je le lis en livre audio. Par contre, en fait, ça me donne un petit peu la progression. Là, je viens de commencer. Là, c'est vraiment la partie. C'est seulement ça ici que j'ai lu. Donc, il me reste toute cette section-là ici à lire. Et comme je vous en parlais jusqu'à maintenant, ça s'annonce vraiment comme le début d'un roman fantastique jeunesse-ado assez typique. Donc, c'est un monde d'humains où la magie, il y a des humains qui ont des pouvoirs magiques, mais qui ne sont pas vraiment bienvenus dans la société. Donc, ils sont comme contrôlés par ce qu'appelle le ministère de la... Ben, ils appellent ça Magic Youth, je pense. Donc, la jeunesse magique, la jeunesse qui a des pouvoirs. Et ils sont un petit peu... Ces jeunes-là sont en fait contraints d'être dans ce qu'ils appellent des orphelinats, mais je pense que c'est plus comme des foyers d'accueil où leurs activités magiques sont un peu contrôlées. Et on va suivre le personnage principal de Linus Baker, qui, lui, travaille pour le département de Magical Youth, donc de la jeunesse magique depuis des années. Et il appelle ça un caseworker, donc je pense que c'est un travailleur social qui s'occupe d'aller justement vérifier si tout se passe bien dans ces foyers d'accueil-là, si les jeunes reçoivent les soins dont ils ont besoin et également s'ils sont capables de contrôler leur magie pour ne pas être un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. C'est toujours quelqu'un qui a été très terre à terre, respecter les règlements à la lettre, qui vit une vie assez solitaire. Et finalement, du jour au lendemain, on lui assigne une mission sans lui donner vraiment le choix et il se ramasse à devoir aller sur une île sur laquelle il y a un orphelinat qui semblerait-il être assez différent, donc qui n'est pas très orthodoxe. Et ça semble concerner en fait le type de jeunes qui le fréquentent. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de détails, puis il est obligé de se rendre là pour justement faire la même job qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire d'évaluer si tout est en règle. Est-ce que la personne qui dirige l'orphelinat a encore la capacité de le faire? Est-ce que les jeunes reçoivent le support dont ils ont besoin? Et est-ce qu'ils sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres? Et donc là, moi, il vient d'arriver pas mal sur l'île où je suis rendue. Je vous en dirai pas plus, mais de ce que je comprends, c'est qu'il va aller au-devant de plusieurs surprises. Et je crois que de ce que je comprends, c'est que sans doute que son espèce de neutralité by the book qu'il a toujours eu toute sa vie, il va être confronté à ça, en fait, je pense, à savoir la différence entre devant une situation particulière ou qui ne rentre pas dans aucune case, qu'est-ce que je dois faire. Donc, ça me semble s'aligner comme ça. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une lecture que j'aime beaucoup. La plume, je l'aime beaucoup également. Le narrateur de la version audio que j'ai est également très dynamique, donc ça donne envie de poursuivre la lecture. Alors voilà où j'en suis pour le moment. Cette semaine, sinon, j'ai pas d'autres plans arrêtés. J'ai encore une belle brassée de romans graphiques à lire dans ma pile à lire de bibliothèque dans ma chambre. Donc, je vais sans doute essayer d'alterner. Comme c'est une lecture au long cours pour le T.J. Klune, je pense pas que je vais lire un autre livre audio cette semaine parce que ça risque de comme monopoliser pas mal tous mes déplacements. Et même, il va falloir que peut-être que j'essaie de donner un petit coup en version papier pour, j'aimerais bien ça l'avoir terminé avant la fin de ce blog-ci. Mais sinon, je vous dirai, j'ai encore plein de belles découvertes que je suis allée chercher à la bibliothèque. Je vous invite à les découvrir dans le vlog précédent. Et j'aimerais bien ça pouvoir les lire cette semaine, entre autres, peut-être Un éléphant assis sur le cœur, qui est un documentaire qui est paru tout récemment à la courte échelle, qui s'adresse aux jeunes, je crois que c'est préadolescent ou début d'adolescence, en tout cas peut-être fin de l'école primaire. Et ça aborde comment on peut vivre justement une peine d'amour. Donc souvent, quand c'est sur des plus jeunes, on dirait qu'on n'a pas tendance à réaliser à quel point ça peut être quelque chose d'insurmontable pour eux autres qui n'ont pas nécessairement d'outils pour le gérer. Puis c'est vraiment bien fait. C'est vraiment un documentaire illustré. C'est comme si c'était un peu manuscrit avec des dessins. Donc, j'ai bien envie de le découvrir. Fait que je vais peut-être essayer de me le casser cette semaine aussi. Puis à part ça, sinon, j'ai pas d'attente particulière. Alors, ben voilà, comme à l'habitude, je vous dis
à nos livres et allons-y! Hey, bonjour! Alors, un petit coucou du midi pour vous parler de ma lecture que j'ai faite hier soir. Et pour une fois, je m'en suis tenue presque à mon plan. Alors, il s'agit de Un éléphant assis... pardon pour la lumière. Je vais y aller comme toujours. Donc, Un éléphant assis sur le cœur, c'est de Lucia Zamolo et aux éditions La Courte Échelle. Donc, je vous en avais parlé. C'est un documentaire qui aborde la peine d'amour. C'est destiné aux adolescents. J'avais dit préadolescents, mais je dirais peut-être préadolescent, adolescent. En tout cas, il faut être prête. C'est la même autrice, je n'avais pas réalisé, qui a fait le livre qui était tellement pertinent et juste. C'est beau, le rouge, qui est un livre qui abordait en fait les menstruations d'un point de vue informatif, mais aussi surtout pour briser les tabous en disant, en fait, on ne devrait pas avoir à cacher ça, à s'en faire, puis l'impact qu'en fait que ce silence-là pouvait avoir, mais toujours à hauteur d'adolescent. Donc, c'est le même principe pour celui-là, c'est-à-dire qu'on va aborder les peines d'amour, puis vraiment un peu comme sous forme de, je sais pas, carnet d'émotions, un peu, disons. Donc, oui, c'est sûr qu'on va toucher quelques trucs informatifs, à savoir, à un moment donné, on va aborder les phases. Elle appelle ça des phases, elle nomme pas ça les phases du deuil, mais un peu de ça. Un peu le principe aussi que l'amour amène de l'ocytocine, puis qu'en fait, quand on a une peine d'amour, c'est que ça arrête d'un coup, donc on devient en manque, un peu comme une drogue. Il y a plein de choses, mais c'est tellement pas juste informatif. Il y a surtout la reconnaissance de l'émotion vécue par la personne qui est en peine d'amour. Donc, oui, c'est poche, puis oui, c'est quelque chose qui est dur à vivre, puis oui, ça donne l'impression qu'il n'y aura pas quelque chose de bien dans un avenir rapproché. Et puis, je dirais vraiment, là, ça y va sans vraiment se censurer. On va quand même dans le sombre, mais je pense qu'à ce stade-là, quand on est en peine d'amour, en fait, se faire nier un peu l'état dans lequel on est, c'est tellement pas ça qui fait avancer. Donc, écoutez, j'ai adoré ça. Encore une fois, autant le contenu, le ton utilisé, encore une fois, auteur d'ado, on ne prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent, on le laisse faire le tri. C'est superbe. Donc, vraiment un duo de livres à avoir. Là. C'est beau le rouge qui aborde les menstruations, puis les peines d'amour. Puis je vous dirais que bon, c'est destiné aux ados, mais il y a peut-être quelques adultes qui pourraient en bénéficier également. Puis bon, comme je vous avais montré quand même quelques visuels, mais il y a en effet des constructions qui sont aussi à la verticale. Donc, je vous avais montré celui-là. Puis ça, justement, cette espèce de graphique-là, on ne voit pas bien, mais ça indiquait que, en fait, on est un peu partout, que souvent en peine d'amour, on va vouloir fuir en se disant on va aller ailleurs, mais qu'en fait, finalement, quand on est nous-mêmes en peine d'amour ou en gros deuil, ben qu'on se déplace de lieu ou pas, le deuil est à l'intérieur de nous. Là, donc, en tout cas, je sais pas, je suis super enthousiaste, mais c'est sincèrement, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose de précieux, je pense, définitivement à mettre sur vos rayonnages, puis à semer à tout vent, je dirais. C'est sûr que quand même, c'est justement sans censure, ça va droit au but, ça reconnaît justement des fois la détresse. Il y a quelques conseils, mais en même temps, l'autrice, elle le dit dans son mot à la fin, elle n'est pas psychologue, donc elle n'est pas là pour donner des conseils, c'est simplement de reconnaître un état, de montrer que c'est quelque chose qui arrive à plein de monde, mais pas dans le sens de dire « Ah, ben t'es pas la seule à vivre ça, donc c'est pas si grave ». Absolument pas pour banaliser ou pour diminuer qu'est-ce que la personne ressent, mais plus pour dire t'es pas seul dans le sens voici de la solidarité. Donc vraiment là c'est super intéressant. Voilà, on dirait que je suis un peu enthousiaste. Donc vraiment une très belle lecture, puis ça me donne vraiment envie de les avoir dans la bibliothèque. Je vais vous montrer une autre planche, mais je pense qu'on n'arrivera pas à bien la voir, mais justement, c'est une planche où on explique que
quand on a le cœur brisé rapidement, on a vraiment l'impression qu'on sombre et qu'on chute. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va le voir comme il faut. Là, je vais essayer de... Ouais, on voit ici, dans le fond, la chute, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais du côté, malheureusement, d'un pays non merveilleux. C'est vraiment habile. J'ai absolument aucun bémol, mais ce que je disais, c'est que comme c'est direct, que c'est sans tabou, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que, si on est un enseignant ou un parent, bien, peut-être que le jeune qui va le lire, ou le moins jeune, va avoir envie d'en parler. Donc, c'est peut-être bien de le lire aussi pour être capable de pas trop être peut-être confronté si jamais il y a des échanges. C'est peut-être même des questions que, en tant qu'adulte, on ne s'est pas toujours posées, donc ça vaut quand même la peine là, d'en prendre connaissance. Mais définitivement, là, une superbe lecture pour bien entamer la semaine, même si le sujet est vraiment pas joyeux. Mais ça vaut la peine, là, vraiment, là, de s'y plonger. On dirait qu'on se sent... ça résonne, je pense, en tout le monde. On a tous eu à différentes échelles des peines d'amour ou même des peines d'amitié. Là, ici, on parle de la peine d'amour, mais quand même, ça pourrait être une grande peine d'amitié. Puis je pense que ça peut justement interpeller tout le monde, à tous les niveaux, peu importe notre âge, peu importe le statut qu'on a et tout ça. Donc, ben voilà. Alors, c'était mon petit topo lecture. Sinon, ben, je poursuis encore ma lecture audio, comme prévu, ma lecture au long cours dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Puis, ben, je vous reviens dès que j'ai du nouveau. À plus tard. Eh bien le bonjour. Alors, première chronique enneigée de mon aventure Booktube. Alors, je fais un petit retour bref sur la lecture que j'ai faite hier, qui est le roman graphique La fin du commencement. C'est écrit par Fadi Malek et illustré par Anne Villeneuve. Et ça se trouve à être en fait de l'autofiction dans le fond. Donc, c'est l'histoire de l'auteur, de son enfance dans un Liban en guerre et de son arrivée au Canada. Et je m'attendais à avoir peut-être plus une histoire d'immigration centrée sur l'immigration, donc avec le contexte de guerre qui était évoqué par rapport au Liban, puis ensuite les difficultés d'intégration potentielle au Canada, à Montréal particulièrement. Finalement, c'est une histoire de quête d'identité en lien avec l'orientation sexuelle au départ, donc, puis une immigration qui finalement a lieu afin de pouvoir exister comme on est. Donc, c'est particulier. Ça a pris... je ne m'attendais pas à ça. Finalement, c'est ça, c'est que l'auteur a quitté le Liban, oui, à cause du contexte de guerre, mais plus particulièrement parce que c'était illégal à l'époque au Liban d'être homosexuel, et c'est le cas de l'auteur. Et donc, il a quitté pour essayer de vivre pleinement, de vivre en tant que lui-même. Donc, voilà. C'était une bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'univers visuel sobre que Anne Villeneuve a proposé. C'était tout en rondeur, mais en même temps, c'était quand même éloquent puis chaleureux, malgré le fait qu'il n'y avait pas de couleurs. Ça s'adaptait bien au passage qui se passait plus dans le contexte de la guerre du Liban, donc dans le passé, puis pour le reste aussi. J'ai bien aimé les divers personnages. Par contre, puis là, je suis un peu mitigée, mais ça reste que c'est une histoire personnelle, donc c'est sûr que là, je me sens un peu mal à l'aise de passer un commentaire par rapport à ça, parce que c'est l'histoire de l'auteur, puis cette histoire-là s'est passée comme elle s'est passée, donc il n'y a pas de contrôle là-dessus. Mais j'ai trouvé que peut-être que ça embrassait un peu large pour la longueur du roman graphique. On passe beaucoup de temps dans le passé au Liban pour sans doute essayer de bien comprendre pourquoi il y a eu le départ. Mais je pense que j'aurais aimé ça. On dirait qu'on approfondit moins les personnages autres que le personnage principal. Je pense que j'aurais aimé peut-être en apprendre plus sur les relations justement avec le père, avec les amis. Alors, petite interruption en raison de voitures qui passent.
Donc, je disais que j'aurais aimé en avoir plus, en savoir plus sur peut-être les relations avec le père, avec la famille. On en apprend, puis on apprend à découvrir les personnages, mais c'est tellement vaste. Donc, peut-être que ça nous aurait permis de bien, un peu mieux vivre, ou en tout cas être invité peut-être plus à... Désolée pour les bruits. Être invité plus à vivre qu'est-ce que le personnage principal vit. Puis aussi, pour l'arrivée à Montréal, j'ai vraiment beaucoup aimé son arrivée. C'est sûr que ça semble s'être quand même relativement bien passé, mais il y avait quand même beaucoup de petits traits d'humour. Puis encore là, j'aurais aimé ça approfondir, mais tu sais, c'est sûr qu'avec la durée du roman graphique, il n'y avait pas non plus de miracle. Je veux dire, il ne pouvait pas faire plus que ça. Puis son histoire, ça devait tellement être quelque chose de vaste à essayer de rentrer dans un petit format comme ça. Donc, belle lecture, intéressant, belle prémisse. J'aurais juste aimé ça en apprendre plus, dans le fond, sur les relations interpersonnelles pour encore mieux comprendre le contexte du personnage principal. Mais somme toute, bien contente d'avoir découvert cette opus-là. Alors, écoutez, je vais aller continuer ma petite marche sur la neige, puis je vous reviens dès que j'ai d'autres nouveautés littéraires ou commentaires de lecture à vous faire. À plus tard! Bien le bonjour en ce samedi matin presque hivernal de notre côté. Alors, je vous fais un petit coucou parce que je ne vous ai pas beaucoup parlé cette semaine finalement. Parce que, ben, j'en dirai pas beaucoup plus, mais je voulais juste vous dire que j'en suis vraiment à la fin de ma lecture de The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc, en fait, il me reste l'équivalent de cette partie-là, là, donc à peu près 1 heure et demie en livre audio, puis pas beaucoup de pages. Je sais pas, je pense que je vais quand même le finir en livre audio parce que le narrateur de cette version-là est sublime. Il fait tellement vivre, dans le fond, les personnages. Puis c'est tellement une histoire où je crois que ça rend service. La plume est déjà intéressante en soi de T.J. Klune, mais avec cette narration-là, je pense que ça le fait vraiment passer à un niveau supérieur. Donc, je vous dirai pas grand-chose à part wow! Et je sais pas pourquoi j'ai attendu tant que ça pour le lire. Mais je suis pas encore rendue à la fin, donc bien sûr, je vais m'assurer de compléter le tout pour voir si être sûr que la chute de cette histoire-là va dans le sens de ce que je crois qui va arriver et que j'espère qu'il va arriver. Alors voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Puis sinon, ben je sais pas, c'est la fin de semaine, je vais devoir passer à la bibliothèque pour aller chercher d'autres réservations, mais j'ai encore, comme d'habitude, ma pile de graphiques ici et quelques livres là à lire. Je sais pas trop comment je vais fonctionner pour la fin de semaine. Je vais peut-être encore essayer de me faire un autre graphique. Et puis, j'ai surtout le projet de faire du ménage. Donc, dans le sens où je dois faire du ménage dans mes garde-robes de façon impérative. Là, je crois que la Marie-Soleil pré-pandémie versus maintenant n'a pas tout à fait les mêmes, disons, spécifications qu'avant la pandémie. Donc, je vais faire un ménage là, mais en même temps, je vais en profiter pour faire peut-être une réorganisation de ma bibliothèque de l'escalier. Puis, comme je vous expliquais, ma problématique, c'est que je n'arrive pas à y accéder parce que l'avant, je pouvais y accéder en descendant la trappe qui ferme l'escalier puis en montant sur la trappe. Mais comme la trappe est vraiment, vraiment ancienne et fragile, je ne veux pas briser la trappe et donc j'ai comme pas accès. À part si je me suspendais comme un singe, mais c'est pas très sécuritaire. Je peux le faire très proche en étant prudente quand je suis proche du palier, mais sinon, bon, je ne veux pas faire exprès non plus pour faire un accident qui était évitable. Mais j'aimerais beaucoup aller jeter un œil là parce que, comme je vous disais, que j'allais faire le. J'espère. Ouais, je vais faire le Cold Winter Challenge qui est propulsé par l'Enluminé cette année. Je voulais justement, comme je vous disais, me fier sur des livres de ma pile à lire que j'ai à la maison. Puis pas des livres de biblio parce que là, en ce moment, je suis très biblio, mais je pense qu'il faut quand même que ça serait le fun que je puisse aussi piger dans les livres que j'ai à la maison. Donc, j'en ai beaucoup ici. Puis j'en ai quand même beaucoup là, des livres non lus. Je suis pas systématique. Là. Moi, j'ai des livres juste un peu partout. Puis c'est un peu le chaos, là, c'est pas nécessaire. J'ai des livres lus ici derrière, par exemple, la série ici, Le bateau de Thésée dans les mangas, puis les Spy,
Spy Family qui sont là. Puis, mais, donc, voilà. Mais j'aurais aimé ça peut-être faire ça. Fait que ça, c'est des gros projets. Je sais pas si je vais lire beaucoup. Mais c'est sûr que si jamais je le fais, je vais peut-être essayer de vous prendre quelques images si je suis capable. Par contre, la problématique dans la bibliothèque de l'escalier, c'est que la lumière est vraiment pas très bonne parce que c'est une cage d'escalier. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais si je le fais, peut-être que je mettrai un petit ring light pour juste être capable de prendre quelques prises pour vous donner une idée. Sinon, je vais voir, peut-être que je vais juste travailler sur ma liste du Cold Winter Challenge. Puis ça sera... moi, je vais le voir vraiment comme une liste de souhaits de lecture là, parce que je sais pas si je vais lire celle-là, mais c'est quand même un challenge qui dure 3 mois puis qui se termine, dans le fond, dans les environs de l'anniversaire, on va dire ça. Donc, je me disais, ah, pourquoi pas, dans le fond, jusqu'à ma nouvelle année, peut-être que je pourrais justement en profiter pour en lire quelques-uns. Je pense que je vais y aller humblement, les différents niveaux, parce que je vais y aller avec peut-être le niveau intermédiaire, qui n'est pas le plus intense de lire tous les sous-menus de toutes les catégories. Mais je vais peut-être me dire que je vais en cibler 2, 3 menus qui me semblent intéressants. Je pense que je vais faire à ma manière. Là. Puis je vais prendre la version qu'on peut lire, 2 sous-menus pour 2 catégories. Puis je vais y aller au plaisir, la chance. Au hasard, la chance. Au plaisir, la chance. C'est bien plus fun au plaisir, la chance. Je pense que c'est au hasard, la chance. Pour la suite. Donc, je vais vous tenir au courant de toute façon. Mais c'est juste que comme j'ai pas eu le temps de beaucoup vous en parler, c'est juste que je suis comme dans le bonheur total dans cette lecture-là. Donc, je ne veux vraiment pas bousculer ça en ajoutant par-dessus. Donc, c'est pour ça que si je lis autre chose, je vais lire des graphiques, mais je vais peut-être essayer de terminer aujourd'hui si je fais de la route. Je vais aller marcher un peu tantôt, donc je vais peut-être pouvoir faire avancer peut-être une 40-45 minutes de lecture. Il me reste peut-être un 45 minutes. Fait que soit je le lis en auto ou pour la fin, 45 minutes, ça doit être comme à peu près. Je pense pas qu'il reste beaucoup de pages. 345. Je suis rendue à 345 sur. Faut pas que je me spoil. Bon, il me reste 50 pages. Là. Fait que je pourrais les lire. Je sais pas. C'est juste que je suis tellement attachée au narrateur qu'on dirait que je me sens mal de l'abandonner juste comme ça avant la fin. Fait que je vais aller marcher puis peut-être que je le terminerai en papier pour une fois, mais comme je suis comme dans cette espèce de petit mood-là, on dirait que j'ai comme pas le goût de multiplier les lectures, mais j'ai quand même des petits projets livresques pour la fin de semaine. Donc, voilà, je me répète en boucle. Alors, c'est le temps de vous dire à plus tard. Bye bye! Hey, bonjour! Alors, moi, c'est dimanche qui finalement avait commencé dans la grisaille, mais qui est devenu un super dimanche ensoleillé ultra aveuglant. Vous avez peut-être la luminosité est un petit peu incontrôlable en ce moment. Bien voilà, je vous dis un petit coucou parce que oui, j'ai terminé enfin et déjà, et je sais pas trop, je suis encore tout émue. Le fameux The House on the... Je vais le mettre... C'est ici. Ouh. Donc, The House on the Cerulean Sea de T.J. Klune, le livre que j'ai lu en livre audio toute la semaine. Et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que je pense que ce qui est intéressant dans ce livre-là particulièrement, c'est l'évolution des personnages, comment en tant que lecteur, on est amené, en fait, on est amené nous-mêmes à changer notre perception par rapport aux personnages au fil des pages. Et c'est également, bon, j'imagine que c'est voulu, l'espèce de mission que le personnage principal va avoir. Donc, pour rappel, ce que je vous disais, c'est qu'on va suivre Linus Baker, qui est un travailleur social qui travaille pour DICOMY en anglais, donc le Department in Charge of Magical Youth, je crois. Department in Charge of Magical Youth, oui, c'est ça. Donc, c'est une section du gouvernement qui a été mise en place de façon à contrôler, enregistrer, restreindre en fait les droits et les actions de certaines personnes dans la population qui ont des pouvoirs magiques.
Donc, tous ces gens-là doivent être enregistrés, dépendant de leur comportement. Souvent, les enfants vont être mis dans ce qu'on appelle des orphelinats, mais qui sont en fait comme des foyers d'accueil, alors que techniquement, c'est pas qu'ils sont nécessairement orphelins, c'est juste que comme on a des pouvoirs magiques qui sont comme mis là à cet endroit-là pour être mieux contrôlés, disons. Et Linus Baker, ça fait des années qu'il travaille pour le gouvernement pour s'assurer que les jeunes qui sont mis dans ces maisons-là sont bien traités, donc qui ont des bons soins. Donc, souvent, il va aller là pour faire des recommandations. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Est-ce que malheureusement, ce lieu-là doit être fermé parce que c'est pas suffisamment accueillant ou ça répond pas aux besoins des enfants qui sont là. Et il a toujours fait les choses by the book, en étant bien endoctriné selon la vision de la société qui est les humains normaux sont vraiment la majorité et tout ce qui sort de la norme doit être encadré, enregistré, contraint et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Et il va finalement être assigné à une mission qu'on lui donne sans vraiment lui demander son avis. On lui donne parce qu'on considère qu'étant donné qu'il est très rigoureux, c'est pas quelqu'un qui peut facilement être corrompu, donc biaisé. Et on l'envoie à un endroit qui est top secret, qui est sur une île au bord de la mer Cyruléenne. Et c'est un endroit où, visiblement, il semble y avoir des enfants, mais qui sont plus que différents, disons, contrairement aux autres. Donc, c'est peut-être pas juste des pouvoirs magiques, on dirait là, qu'il y a quelque chose d'autre. Mais quand Linus Baker va là, il sait absolument rien. Il sait pas à quoi s'attendre. Et son arrivée là-bas va être un choc. Puis ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, on va être vraiment... ça va être narré selon le regard de Linus Baker. Donc, on va suivre toute son évolution, comment il va être sous le choc, il va être confronté des fois à des idées préconçues qu'il avait, puis là, ce qu'il constate sur les lieux, ça vient comme un peu contredire son idée préconçue, mais il continue à s'accrocher à l'idée préconçue, puis tranquillement, on voit que les choses sont peut-être amenées à changer, mais ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, c'est vraiment intéressant. Plus ça va, bien entendu, plus on en apprend sur les 6 jeunes pensionnaires qui sont là-bas, qui sont tous des jeunes enfants avec des tempéraments bien définis et qui ont aussi des origines magiques, donc de créatures magiques en plus. Mais en fait, au bout du compte, ça reste que ce sont des enfants au départ et c'est ces jeunes-là que Linus va apprendre à connaître. Et en plus, le directeur qui s'appelle Arthur Parnassus, je crois, qui s'occupe de l'orphelinat. Dès le départ, on va comprendre qu'il semble y avoir quelque chose de mystérieux avec le directeur de l'orphelinat et que c'est peut-être pour ça que DICOMI, donc le département en charge de la magie des jeunes, de la jeunesse magique, comme je l'avais traduit de façon littérale, avait envoyé quelqu'un là. Puis on sent peut-être que ce fameux ministère-là a un agenda caché. On ne sait pas trop c'est quoi, mais on dirait qu'on sent qu'il y a un agenda caché. Donc, plus ça va aller, puis plus le mystère va s'épaissir autour du directeur, plus les personnages vont s'approfondir, donc on va en apprendre de plus en plus. On va moins avoir des personnages en 2 dimensions, on va être vraiment plus aussi complet que n'importe quel autre personnage qu'on pourrait avoir. On va être confronté, encore une fois, au regard de la société dans cette époque, dans cette société-là, qui refuse la différence. Certains par conviction, d'autres en étant influencés par qu'est-ce qui est diffusé par la société en général, entre autres une campagne qui dit « See something, say something ». Donc, c'est un peu le principe là, de propagande. Vous voyez quelque chose de différent, vous devez le signaler. C'est à peu près ça que ça veut dire. Donc, c'est sûr que quand on grandit dans cette espèce d'atmosphère-là, c'est certain que ça ne met pas nécessairement en mode ouverture. Donc, on va suivre ça. Il va y avoir plusieurs péripéties. Il va y avoir plusieurs questionnements de la part du personnage principal parce que sa mission, c'est d'être là pendant 1 mois et au bout d'1 mois, de dire est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout se passe mal? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que le directeur s'occupe bien de cet orphelinat-là? Et quelle est sa recommandation? Maintenir l'orphelinat ouvert dans les conditions dans lesquelles il fonctionne en ce moment ou faire fermer l'orphelinat et ensuite, malheureusement, envoyer les enfants qui sont là dans ce qu'il appelle des écoles, mais qui ne semblent pas proposer des expériences particulièrement adaptées à des gens différents. Donc, c'est ça, en fait, qui va se passer. Puis, on va vraiment suivre ça. Je ne sais pas comment le décrire parce que c'est vraiment un livre, je pense, c'est du fantastique, clairement, parce que, bon, on s'entend qu'il y a créatures magiques et pouvoirs magiques qui côtoient les humains. Mais on est dans un monde quand même où
tout semble se passer comme on est habitué ici maintenant, mais il y a aussi cette partie-là qui est là, puis qui est juste ignorée de l'ensemble de la société, volontairement ou involontairement. Et je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment l'évolution d'une prise de conscience, l'évolution du développement des relations humaines, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur notre perception des choses, comment, en fait, finalement, oui, il y a les besoins de base, mais peut-être que les relations humaines sont aussi des besoins qui sont nécessaires à satisfaire. Même une quête d'identité ou de où je suis rendue dans ma vie, peut-être du personnage principal, qui a toujours eu l'impression qu'il faisait un bon travail, qui était à sa place là. Puis en fait, en cours de l'histoire, on va se demander, coudonc, est-ce que j'ai toujours fait les choses finalement pas correctement? Puis finalement, je pensais que je faisais des choses qui étaient pour le bien des jeunes enfants que j'allais visiter, mais que finalement, peut-être que la conséquence n'a pas été celle que je pensais. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est super complexe en sens de richesse. Et vers la fin, oui, je comprends un peu, parce qu'on fait quand même plus référence à des gens qui sont traités un peu comme des citoyens de seconde zone, puis un peu la référence à des écoles où, quand les foyers sont fermés, les jeunes sont comme déracinés, sont envoyés dans des écoles qui ne sont pas nécessairement adaptées pour eux. Donc, je vais peut-être comprendre un peu la référence à ce qui a amené la controverse dans les propos de l'auteur, mais je crois que je ne m'attarderai même pas plus là-dessus. Je préfère vous en parler comme cet fameux merveilleux objet de fiction que c'est. Et je vous dirais, là, la plume, elle est superbe. Ce que je trouve particulièrement intéressant, habile et en même temps un peu déroutant, c'est qu'on ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse, ce livre-là. Je crois que, bon, voyez-vous, là, moi où je l'ai emprunté, ça avait été mis en fiction adulte. Je sais qu'il est souvent abordé comme de la fiction young adult. En même temps, le personnage principal est comme dans la quarantaine. Et on va beaucoup suivre cette tranche d'âge-là parce que le directeur de l'orphelinat semble avoir à peu près le même âge. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont exprimées à hauteur d'enfants, donc les fameux enfants qui sont dans ce foyer-là, qui ont des âges qui varient peut-être entre 6 ans et 14 ans. Donc, ils ont aussi des réactions d'enfants, donc soit de candides ou spontanées ou des incompréhensions ou qui sont très liées justement à l'essentiel, puis à est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas, des choses comme ça. Et, en plus de ça, il y a quand même une dimension où c'est intéressant, c'est un livre qui évidemment inclut la diversité, entre guillemets, dans le sens où ça met en valeur la différence, mais c'est également un ouvrage dans lequel les personnages font partie de la diversité. Donc ici, on fait référence, dans le fond, oui, c'est sûr, à, mettons, l'origine, entre guillemets, magique ou non des personnages, mais également à leur orientation sexuelle. Et ça, c'est fait ouvertement. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est tellement pas un... c'est pas comme un message, c'est enfin juste la diversité incluse, sans qu'on la souligne à super gros traits. Et puis, dans le fond, là-dedans, il va y avoir également, donc en plus du fait on va suivre le point de vue adulte, le point de vue jeunesse de cette situation-là, et il va y avoir un gros accent mis sur le développement, l'éclosion d'une relation amoureuse. Et sans faire, et oui, avec peut-être un peu de... Bon, c'est soft, là, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de relations sexuelles, mais on évoque quand même un peu quelque chose comme ça. Donc, je dois vous admettre que j'ai aucune idée à qui s'adresse ça. Moi, comme adulte, j'ai apprécié beaucoup. J'ai aucune idée si un enfant, mettons un pré-ado, disons, pourrait s'y retrouver. En même temps, c'est du fantastique, donc il faut faire confiance aussi aux enfants. Qu'est-ce qui est recherché là? Sans doute le point de vue plus des orphelins, entre guillemets, des gens qui sont dans le foyer d'accueil, des jeunes. Puis peut-être aussi leur perception à hauteur d'enfant, des adultes qui sont importants pour eux autres. Donc, comment ils les perçoivent, comment ils les voient, comment ils reçoivent, si un adulte a l'air de les accepter ou pas, de les respecter ou pas. Donc, j'imagine que ça peut aller. C'est juste que, bon, il y a quand même une partie qui est quand même bien ancrée sur le développement d'une relation amoureuse et affective entre deux personnages. Mais je ne vous dirai pas quels sont les personnages. Et c'est sûr que faudrait peut-être juste, dans le fond, être au courant que ça se peut que ça fasse poser un peu des questions parce que c'est une vraie bonne relation amoureuse qui s'amorce. Donc, peut-être que quand on est plus jeune, il faut juste qu'on soit prêt si l'enfant est rendu là. Puis si on est prêt, nous, à en discuter, c'est parfait. Mais après ça, bon, sinon, ado, adulte, aucune idée. C'est pas nécessaire que ce soit ciblé. Puis c'est peut-être la seule chose qui fait en sorte que, bon, pour moi, j'ai adoré. Donc, qui fait en sorte que c'est pas complètement, peut-être, un coup de cœur, mais en même temps, j'ai un élan fort. Je me demande comment ça se fait que j'ai pas osé le lire avant.
pour moi, je quitte cet univers-là à regret parce que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur parcours, j'ai aimé suivre leur réflexion, apprendre à découvrir leurs forces cachées, leurs failles insoupçonnées, leur sensibilité, leur bravoure. En même temps, bon, des fois, il y en a qui ont quand même eu des choses à vivre qui n'étaient pas nécessairement en même temps. Tout ça, ça m'a vraiment touché. Par contre, peut-être l'espèce de petite ambiguïté sur à qui ça s'adresse, c'est pas grave. C'est juste que je me pose toujours la question dans ce temps-là, comme ancienne libraire, puis comme maintenant bibliothécaire, je me dis à qui, faut vraiment qu'on connaisse bien la personne, interlocuteur à qui on suggère. Parce que je pense qu'on peut suggérer à n'importe qui, en fait. C'est juste qu'il faut qu'on connaisse bien la personne, puis où elle en est, comment elle perçoit ça, puis comment sont ses limites. Puis il y a peut-être aussi un petit ton, je dirais plus vers la fin, qui, sans vous dévoiler quoi que ce soit, est une fin que j'espérais. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu pas édulcoré du tout, mais c'est la fin est la fin qu'on souhaiterait qu'il arrive. Donc c'est pas la fin qu'on a l'impression qu'il pourrait arriver sur le contexte, mais c'est la fin qu'on souhaite qu'il arrive. Et je trouve que c'est bien parce que ça donne espoir. On a assez de la réalité pour, dans le fond, nous éteindre un petit peu l'espoir. Je me dis que tout changement de société passe par l'espoir, à mon avis, qu'il y a autre chose peut-être qui peut être envisagé. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, cette espèce de construction de chemin vers cette fin-là qui s'amorce peut-être dans le dernier, je dirais les dernières 50, 175 pages, au niveau du ton, c'est peut-être un petit peu plus ouvertement ceci est un message un peu voici comment il serait bien que nous comportions. Donc, c'est que c'est un petit peu cousu au gros fil blanc, disons. Donc, c'est pas grave. Et puis, ça m'a absolument pas empêché de... J'étais en niveau 2, je ne pouvais pas ralentir, mais j'ai même relu la fin tantôt, là, donc ça m'a pas empêché d'apprécier, mais c'est peut-être juste ça que je dirais. Bon, la fin, en voulant peut-être justement faire ce lien vers cet espoir-là, on a peut-être un petit peu décollé de ce qui était probable, disons, volontairement, puis ça a donné lieu à un ton qui était un petit peu trop dégoulinant de bons sentiments, mais c'est tout. C'est pas majeur. Alors voilà, enfin, je l'ai lu et je vous dirais que, bon, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais c'est clair que je veux l'avoir dans mes rayons. Je sais que l'auteur a également fait un ou deux autres ouvrages. Je pense qu'il y avait Under the Whispering Door, que je ne sais pas si c'est une suite ou rien. Et aussi, on indique qu'il a fait The Extraordinaries. Mais bon, je ne sais pas exactement quels sont ces autres-là, mais c'est sûr que je vais vouloir en lire quand même dans ces autres auteurs. Puis, je crois que c'est quand même, voyez-vous, c'est annoncer ce qui fait la littérature que T.J. Klune fait comme une représentation positive des personnes queer. Donc, ça vient rejoindre un petit peu ce que j'essayais de vous évoquer sans trop vous voler, vous divulgacher, quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas nécessairement militant, c'est pas souligné à gros traits, comme je vous disais, c'est super bien intégré. Puis pour moi, ça, c'est l'essence de la diversité dans la littérature. C'est pas obligé d'en faire genre un message. Ça passe dans l'histoire. Tout ce que ça fait, c'est ouvrir le regard sur plein d'autres choses. Puis quand on lit, c'est tellement bien écrit que c'est quelque chose qui nous marque même pas. C'est par après qu'on réfléchit puis on dit « Ah oui, c'est vrai. » Ben oui, finalement, dans le fond, il y avait ça de cette manière-là. C'est tellement bien intégré, comme si dans la vie normale, on n'est pas juste nos caractéristiques spécifiques, là, on est un humain qui évolue. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai aucune idée si ça fait du sens. Je sens que c'est très émotif comme, comme recension, mais je vous transmets ça comme ça vient. Donc, je vous dirais, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Je l'ai lu en anglais. Aucune idée si la traduction en français, elle est intéressante ou pas. C'est sûr qu'on est quand même dans un univers fantastique. Donc, où il y a une terminologie, comme par exemple Daikomi, puis certaines choses, certains noms de créatures, je ne sais pas comment ça a été traduit. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est mieux. Si jamais vous avez la chance, puis vous êtes en mesure de lire en anglais, je vous dirais, allez-y. Puis sinon, ben, je pense qu'il y a eu énormément de bons retours sur les versions françaises. Donc, j'imagine que la version française, elle est bien faite également. Puis, je vous la mettrai, je vais peut-être mettre une petite vignette là, ici de la version française pour ceux qui veulent l'aborder comme ça. Donc, voilà, mon Dieu, quel long topo. Mais ça valait le coup. Donc, lecture terminée. Vous voyez mes petits équilibrés, donc ça valait le coup.
Et ensuite, hier, je suis passée à la bibliothèque pour aller chercher une réservation. Et oui, c'est encore un roman graphique, hein? Comme la pile que j'ai dans ma chambre et que j'ai pas encore fait descendre. Mais c'est quelque chose que j'attendais à lire depuis super longtemps, puis c'est arrivé au Québec tellement tardivement. Je pense que ça fait quasiment 6 mois que c'est la date de parution reportée. Et c'est le plus récent opus de Ingrid Chabert, illustré par Aimé de Jong ou de Young, je ne sais pas comment prononcer, et c'est publié chez Dupuis. Et ça s'appelle 60 printemps en hiver. Donc, c'est chez Dupuis dans la collection Air Libre, donc 60 printemps en hiver. Et c'est une aventure, je crois, road trip, quête d'identité, point tournant de la vie. Donc, je vais vous lire la quatrième. Je vais vous lire la quatrième, pas très longue, puis je pense que ça met bien en contexte. Le jour de son 60e anniversaire, Josie refuse de souffler les bougies de son gâteau. Sa valise est prête. Elle a pris une décision, celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en partant avec son vieux van VW, donc Westphalia pour les intimes. Les membres de sa famille, d'abord sous le choc, n'auront dès lors de cesse de la culpabiliser face à ce choix qu'ils considèrent égoïste. Josie va heureusement tenir bon, trouvant dans le CVL, le club des vilaines libérées, des amis au destin analogue et confrontée à la même incompréhension sociétale. Mais cela suffira-t-il pour qu'elle assume sa soif de nouveau départ? Et son amour pour Christine l'aidera-t-il dans son cheminement? Donc, ça me donnait vraiment envie de découvrir ça. J'ai toujours beaucoup aimé Ingrid Chabert. Dans ses graphiques, j'avais lu, si vous ne l'avez pas lu, je crois, c'était... il faudrait que je retrouve le mot écume. Je pense que c'était l'écume. Je vais vous mettre la quatrième, la couverture ici. C'était troublant, c'était un récit qui évoque, dans le fond, le deuil périnatal. Mais c'est tellement bien fait, c'est émouvant, c'est tellement bien rédigé. Donc, je ne pouvais que avoir envie de découvrir ça. Donc, je vais peut-être voir si je suis capable de vous montrer quelques plages, mais c'est sûr que là, avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez pouvoir en bénéficier. Ouais, peut-être comme ça. Donc, quelques plages. Alors, on voit ici quand même le fameux Westphalia. Pas quelques plages, hein, quelques planches, Marie-Soleil. Et je vais voir si je suis capable d'avoir quelque chose d'un peu différent pour vous montrer. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. Donc, ça donne très envie. Il semble avoir quand même une alternance de dialogue avec des moments où ce sont des planches qui s'enchaînent sans texte. Ça, j'aime bien ça quand c'est comme ça. Puis une composition graphique qui n'est pas toujours pareille. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais lire, peu importe qui s'appelle dans ma pile à lire. Ça se peut que je le garde un peu plus longtemps, mais je travaille à ma fameuse pile du Cold Winter Challenge, puis je pense que je vais le mettre dedans. Heureusement, ça commence le 1er décembre. Donc, comme j'ai de l'emprunter le 19 novembre, j'aurais capable de le placer dans mon Cold Winter Challenge. J'avais dit que pour le Cold Winter Challenge, j'allais prendre seulement que des livres dans ma bibliothèque personnelle. Mais en même temps, s'il y en a qui rentrent dedans dans mes livres de bibliothèque, je vais le faire. C'est juste que je ne vais pas faire exprès pour prendre des livres de bibliothèque parce que j'aimerais beaucoup que le Cold Winter Challenge me permette de me replonger dans ce que j'ai sur place puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de lire. Et d'ailleurs, si je suis capable, je vais essayer, dépendant de la luminosité, de peut-être vous mettre quelques petites images cet avant-midi, cet après-midi, je ne sais pas trop quelle heure qui est. Ça prouve que c'est un bon dimanche. J'aimerais ça faire un ménage un peu dans mes livres de ma pile à lire qui est à côté de mon lit dans ma chambre. Puis peut-être si je suis capable d'atteindre certains des livres qui sont un peu inatteignables dans ma bibliothèque de cage d'escalier. Parce que je suis due pour faire un petit ménage. Puis je trouve qu'avant Noël, des fois, ça peut être une bonne façon. C'est-à-dire que je vais voir ce que je vais retirer. En temps normal, je les mets en croque-livre, les livres que je retire, ou si je vois que c'est récent, j'ai une bibliothèque dans ma municipalité. Quand c'est récent, je leur propose quand même, si eux, ils ne les ont pas, qui sont en bon état, je leur propose, mais évidemment, ça reste que c'est toujours la décision de la bibliothèque de le prendre ou pas, si ça répond à leur politique de développement de collection. Puis sinon, ce que j'aime bien faire avant Noël, comme ça, c'est de me dire, c'est ma petite pile de livres. Évidemment, ce sont des livres que je trouve qui sont pertinents. Là, ça, c'est des livres que j'ai pas du tout aimés, j'aurais pas envie de les offrir. Mais je trouve que dans un petit peu une pensée un peu plus écologique, je pense que j'aime faire, c'est ça, c'est de me faire des petites piles, de me dire, soit que je les offre à la volée aux gens que je vais rencontrer dans le temps des fêtes, un peu le principe pige dans la pile, si jamais vous passez, vous pouvez vous reprendre un livre en sortant, ou simplement regarder, puis s'il y en a qui conviennent vraiment à des gens de mon entourage, bien les leur offrir, parce que dans le fond,
ils sont là, ils dorment dans ma bibliothèque. Puis, tant qu'à les mettre en croquis, je préfère en faire bénéficier des gens peut-être que j'ai l'impression à qui ça pourrait plaire. Donc, si jamais ça vous dit, c'est pas nouveau comme idée, mais ça peut être une bonne façon de faire aussi. Si jamais vous avez envie de faire un ménage dans vos rayonnages, ben voilà, pourquoi pas le faire ici maintenant, alors, avant qu'on arrive avec les considérations de est-ce que je mets un sapin tout de suite, à quelle date je peux mettre le sapin. On peut déjà commencer à faire une petite pile comme ça. Mais ça dépend toujours de l'état de vos livres, mais je crois que ça dépend aussi de comment vous percevez les livres. Est-ce qu'il faut qu'ils soient neufs pour vous? Est-ce que dans votre entourage, vous avez également des lecteurs pour qui les livres doivent être neufs aussi? Ils acceptent des livres qui ont vécu. Des fois, ça peut être intéressant aussi, des livres qui ont vécu, parce que en fait, c'est associé à un affect, donc quelqu'un qui l'a aimé puis qui vous l'offre. Donc, ben voilà, c'est ma petite proposition. Préparation à Noël écolo. Mais je vais sans doute essayer de faire ça, me faire des petites piles, puis me préparer pour Noël. J'ai aucune idée si je vais en avoir ou pas, je vais voir. Mais au fur et à mesure, je vais peut-être mettre des livres de côté pour le Cold Winter Challenge et en même temps pour mes livres que j'aurais ça de peut-être donner à Noël. Puis, ben, si tout va bien, je vais peut-être vous tourner une vidéo Cold Winter Challenge, ma pile à lire, de façon individuelle, donc pas nécessairement intégrée dans un vlog. Je vais voir si j'ai le temps de tourner cette semaine. Mais je vais essayer de la sortir avant le début, évidemment, du Cold Winter Challenge. Donc, j'ai encore un peu de temps devant moi. Et puis, ben voilà, c'est où j'en suis pour ce dimanche. Alors, écoutez, je vous dis à tout de suite en image. Puis, de toute façon, je vais vous reparler en fin de vlog. Jusqu'à maintenant, je sais que j'ai pas un si grand nombre de livres qui ont été lus. Si aujourd'hui, je suis dans le mood, je vais peut-être me lire un petit graphique, justement. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je le lis, puis ensuite, je vous en reparle, pardon, lorsque je fais la clôture du vlog. Dans le fond, habituellement, je le fais là, très, très tôt le matin, les lundis, pour être sûr que je sois capable de vous démarrer un nouveau vlog. Sur ce, eh bien voilà, je vous dis à tout de suite! Alors, petit problème d'envergure, disons que on regarde en ce moment la pile de titres possibles pour le Cold Winter Challenge. Donc, je crois que je vais devoir faire un petit tri. Eh bien, je reprends un peu rapidement avec une ombre de... Mon Dieu, quel éclairage! Vive l'hiver! Alors, je reprends parce que j'ai passé l'après-midi à faire le ménage comme prévu. Et ben, ça avance bien.
Je me mets volontairement devant l'endroit qui va accueillir potentiellement le Cold Winter Challenge. Comme je vais vous faire une petite vidéo à part, je ne vais pas vous en montrer trop. C'est pas encore définitif. Ça se peut que je fasse un peu d'ajustement cette semaine, mais disons que j'ai quand même pigé pas mal de trucs dans ma pile à lire de la maison et je suis bien contente. Et également, j'ai fait plusieurs retraits de mes rayonnages et j'ai finalement une plus grosse pile que prévu. Alors, je vais vous montrer. Alors voilà, tout ça ici. La petite pile vers la droite, ça va être des livres que je vais voir si je peux proposer à mon entourage, mais les autres vont sans doute aller en croque-livre parce qu'en fait, ils provenaient déjà de croque-livre dans la plupart des cas. Donc, voilà. Alors voilà pour le petit update rapido avec une luminosité douteuse. Je ne ferai pas en dire ça trop longtemps. Mais voilà, j'ai passé l'après-midi là-dedans et ça fait quand même du bien. J'ai pas encore vraiment pu m'attaquer complètement à mes rayonnages dans l'escalier. Bon, parce que c'est moins accessible, mais c'est aussi parce qu'on dirait qu'en ce moment, j'ai pas trop envie / la capacité de retirer des choses. Donc, on verra bien. Alors, je vous dis à tout bientôt. Je vais voir si je fais une petite lecture ce soir, puis je vais vous revenir pour clore le vlog. Eh bien, bonjour. Alors, je vous retrouve pour clore ce vlog. Et juste avant de clore ce vlog, je voudrais vous parler de ma fameuse petite dernière lecture que j'ai faite avant la fin du vlog. Et je dis petite lecture parce que c'est une petite plaquette, mais en fait, ça m'a remué complètement. Donc, je vais vous en parler rapidement. Alors, c'était le fameux livre La balance du vide de Julien Leclerc et c'est dans la collection unique chez Héritage Jeunesse. C'est un livre que j'avais emprunté à la Bibli. C'est une collection unique dont je vous parlais qui propose euh, des romans en vers libre. Donc, c'est considéré comme de la poésie en vers libre avec qui aborde toujours des sujets assez sensibles, mais avec simplicité. Ça s'adresse disons, pour les ados ou pré-ados. Puis, il y a également une mise en page particulière. Donc, souvent, on va adapter la mise en page au flot des émotions du personnage. Donc, par exemple, j'essaie de voir si j'en peux en trouver une. Là, il y a celui-là que je vous ai montré. Mais par exemple, celui-ci. Alors, on voit ici la personne parle de mal au cœur, mal au ventre, mais voyez-vous, bon, on décide de faire des choix d'infographie qui font en sorte que ça va faire ressentir encore plus au lecteur les émotions du personnage. Donc, cette fois-ci, cet opus-là aborde des troubles alimentaires, donc traumavertissement pour peut-être certaines personnes. En ce qui me concerne, j'ai pas cette sensibilité-là, j'ai pas cette vulnérabilité-là à ce genre de sujet-là. Par contre, ça m'a quand même remué, donc je vais quand même vous dire. C'est très bien fait. J'ai un peu moins senti la poésie dans le sens où je pense que c'est peut-être un petit peu moins des vers libres, c'est-à-dire qu'on a quand même voulu les structurer pour que ça fasse vers libre, mais c'est un petit peu plus quand même un récit typique, je vous dirais, mais simplement avec une mise en page différente. Par contre, concernant le sujet, je pense que c'était quand même pertinent, c'est-à-dire que c'est quand même ancré dans la réalité, mais sans nécessairement qu'il y ait de l'insistance un peu malsaine sur les détails qui, dans le fond, du trouble alimentaire qui affecte le personnage principal, sans nécessairement les cacher non plus. Donc, on est vraiment, encore une fois, on suit encore une fois la façon dont le personnage principal vit cette situation-là, comment il vit ses émotions, le poids du silence, puis c'est toujours une collection quand même où il y a de l'espoir. Donc, c'est volontairement ça, mais c'est pas de l'espoir édulcoré. Je pense que je vous en parlais hier par rapport à la lecture que j'ai faite là, de The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Je pense que c'est nécessaire quand ça aborde des sujets comme ça, qu'on donne la porte à l'espoir, mais sans que ça ait l'air d'être arrivé magiquement comme ça. Parce que dans la vie, dans le fond, c'est possible que on demande de l'aide. Donc, c'est jamais facile, mais c'est possible. Et également, dans la plupart de cette collection-là, il y a toujours à la fin, un petit mot de l'auteur avec des ressources, comme ici, on donne le numéro de la ressource pour les troubles alimentaires au Québec. Donc, c'est vraiment bien fait. Mais au-delà du soutien que ça peut apporter, je trouve que ça m'a remis. J'en ai lu beaucoup de cette collection-là. Puis, j'hésitais, parce que quand j'ai vu ça parlait de troubles alimentaires, j'avais un petit peu peur. Je vous dis, j'ai pas vécu ça, mais je suis quand même quelqu'un qui a une certaine fragilité là, au niveau de
de mon équilibre personnel. Donc, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que ça va m'atteindre puis peut-être me faire basculer? Mais non, c'est vraiment bien fait. Donc, sérieusement, un petit bijou. C'est sûr que c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais je pense que c'est important d'avoir ça sous la main. Puis, pourquoi pas, dans le fond, des fois, peut-être pour les enseignants, euh, avec préparation, mais tu sais, si c'est des choses qu'on a dans notre classe, on ne sait jamais finalement à qui, pour qui ça peut faire la différence. Donc, c'est juste qu'il faut être prêt quand même à ne pas lancer ça comme ça, là. Donc, il faut qu'on soit conscient que ces collections-là abordent des sujets en particulier. Donc, peut-être être vigilant par rapport à qui les prend, donc pour être sûr que peut-être on puisse faire un suivi par après si la personne se sent a besoin en fait d'en faire un. Donc voilà, ma dernière lecture de la semaine, La balance du vide de Julien Leclerc chez Héritage Jeunesse dans la collection unique. Alors voilà, ça clôt la semaine de lecture. Cette semaine a été encore une fois une semaine un petit peu plus avec des lectures au long cours, donc ce qui fait que ça se multiplie moins, mais c'est correct. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié me consacrer complètement à la lecture de l'œuvre de T.J. Klune et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, bien entendu, je vous invite à vous manifester par un petit pouce vers le haut sur la vidéo afin de me donner un petit peu de soutien là, pour les algorithmes. Puis sinon, je vous invite encore, là, je pense que les gens sont un peu timides, mais n'hésitez surtout pas à interagir en commentaire, ça va me faire plaisir. Quelle est votre perception des livres qui ont été lus? Dans ce cas-ci, cette semaine, j'ai quand même lu 2 livres qui peuvent avoir des résonances ou qui pourraient peut-être avoir secoué des gens ou pour lesquels on pourrait avoir une opinion. Donc, le T.J. Klune, puis celui-ci, la collection unique, est-ce que vous la connaissez? En avez-vous déjà lu? Donc, ben voilà, j'ai bien hâte de vous lire en commentaire, puis également de vous retrouver lors du prochain vlog. Alors, ben, d'ici là, je vous souhaite juste le meilleur, puis on se dit à la prochaine!